risquez pas d'être kidnappé par votre voiture, même si elle est autonome. Mais arriverez-vous pour autant à bon port? Ça, c'est une autre question. Et c'est justement celle de cet épisode d'Humanitech intitulé IA en route. Nous abordons ainsi aujourd'hui le problème épineux des véhicules autonomes, fonctionnant grâce à l'intelligence artificielle, ou IA. Le sujet a fait couler beaucoup d'encre. Mais où en est-on concrètement? Autrement dit, avec un véhicule autonome, va-t-on plus vite? Va-t-on plus loin? Ou va-t-on dans le mur? J'aimerais savoir ce que Guillaume Chicoine, conseiller scientifique chez Ivado, en pense. On l'écoute. Il y a déjà un siècle, le modèle T de Ford marquait le début de la production de masse des voitures. L'arrivée des véhicules autonomes vient s'ajouter aux relations spéciales qu'ont développées l'homme et sa voiture. A-t-on toujours besoin de passer le permis de conduire? Peut-on laisser un enfant seul dans un véhicule autonome, comme il prendrait aujourd'hui un taxi ou son vélo? Un véhicule autonome pourrait être aménagé en bureau ou en chambre à coucher. Le transport, le déplacement, la mobilité sont des facettes importantes de notre société. Il est important de réfléchir aux impacts des véhicules autonomes pour faire nos choix, avant que ces choix ne s'imposent à nous. Pour développer notre réflexion sur les véhicules autonomes, j'ai invité 3 spécialistes de la question. Nicolas Saunier d'HEC Montréal, Benoît Balmana d'Iveo et l'artiste québécois François Quévillon. Avec Nicolas Saunier, nous reviendrons sur les grands sujets de discussion autour des véhicules autonomes, les très connus, mais aussi les moins connus. Puis, avec Benoît Balmana, nous ferons une étude de cas. Nous évoquerons la mise en place, pendant 1 an, d'une navette autonome à Candiac, au Québec. Enfin, avec François Quévillon, nous explorerons le corpus d'œuvres qu'il a créé grâce aux données collectées lors de ses déplacements en voiture, conduite algorithmique. Vous êtes avec Oriane Morier, bienvenue sur Humanitech. Et si j'ose dire, en route! Humanitech est un podcast conçu, créé et produit par Oriane Morier et dont la première série, IA et Humanité, est soutenue par Ivado, l'Obvia et les fonds de recherche du Québec. Il vise à démystifier l'usage des nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle par exemple, en donnant la parole à un chercheur, à un entrepreneur et à un artiste utilisant ces technologies. Le premier invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est donc Nicolas Saunier. Bonjour Nicolas. Bonjour Ariane. Professeur titulaire à Polytechnique Montréal et membre d'Ivado, vous vous intéressez à la mobilité intelligente, c'est-à-dire au système de transport utilisant les nouvelles technologies, comme l'IA. À ce sujet, vous explorez la sécurité routière en lien avec la science des données, leur collecte, leur stockage, leur analyse et leur visualisation. Vous êtes très à cheval sur la terminologie. Pourriez-vous revenir sur la distinction entre véhicules électriques, véhicules connectés et véhicules autonomes? C'est vrai qu'on entend souvent ces 3 termes qui sont utilisés ensemble et parfois il y a une certaine confusion dans leur usage. Alors on va éliminer entre guillemets le premier, véhicule électrique, ça n'a pas grand-chose à voir avec ça. En fait, on anticipe qu'à terme, il y a une transition vers des véhicules électriques, mais on peut avoir un véhicule connecté ou autonome qui soit électrique ou pas. Véhicule connecté, véhicule autonome, c'est là que la confusion est peut-être encore plus importante. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par véhicule connecté? Un véhicule connecté, c'est un véhicule qui communique, qui a des fonctionnalités de communication avec les autres véhicules et avec l'infrastructure. Puis avec potentiellement encore plein d'autres choses, mais c'est les deux parties les plus importantes. À quoi ça peut servir? Ça peut rendre, vous pouvez développer tout un ensemble d'applications grâce à ces informations-là, y compris des choses où les véhicules discuteraient entre eux et se mettraient comme d'accord pour faire des actions qui bénéficient à ces différents véhicules. Le véhicule autonome n'est pas forcément connecté. S'il est strictement autonome, et on va parler de notre vocabulaire, on parle plus de automatisé, mais restons sur autonome pour l'instant, on parlerait d'un véhicule dans le sens tel qu'il est utilisé dans les médias actuellement. C'est un véhicule où la partie connectée, il n'y a pas forcément de connexion, il n'y a pas besoin de connexion, et cet échange d'informations, au lieu de parler à l'autre véhicule ou de parler à l'infrastructure pour avoir de l'information sur son environnement, il a avec ses capteurs, de la même façon que nous, l'être humain, on a nos yeux, nos oreilles, etc. Le véhicule avec ses capteurs est capable de percevoir son environnement et ne nécessite pas d'avoir cette connectivité. Et vous, du coup, vous avez une préférence pour véhicule automatisé plutôt que véhicule autonome, c'est ça? Voilà. Autonome aussi, il y a une certaine controverse que je trouve un petit peu vaine, on va dire, sur l'aspect de autonome. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Revenons à ce qui est fait actuellement, développé actuellement dans les technologies. Et le terme qui conviendrait le mieux dans ce cas-là, c'est automatisé. Et ça évite l'aspect d'autonome et de dire « Ah oui, mais ces véhicules ne sont pas vraiment autonomes parce qu'ils reposent
souvent sous une forme d'accès à des données de type, avec une connexion de type Internet mobile, parce qu'ils vont accéder à des cartes ou telle autre information. Pourquoi automatiser, c'est important? C'est parce qu'en fait, il y a différents niveaux d'automatisation aussi. Et autonome, on a tendance à dire, c'est le véhicule qui se conduit tout seul. Alors qu'en fait, on parle d'un continuum d'automatisation de 0 à complètement autonome. Et aujourd'hui, on donne 5 niveaux, là, une certaine standardisation. On serait plutôt au niveau 1 ou 2 lorsqu'on a 1 ou 2 systèmes qui peuvent prendre le contrôle du véhicule pour certaines tâches, comme par exemple avec un régulateur de vitesse. C'est entendu pour les distinctions lexicales. Mais est-ce que vous pourriez expliquer à quoi servent les véhicules automatisés si c'est bien votre centre d'intérêt? Je m'intéresse en tout cas au domaine de la sécurité routière depuis une vingtaine d'années. Et c'est vraiment la première motivation du développement de ces véhicules. La sécurité routière, on parle encore aujourd'hui de plus d'1 million de morts dans le monde, de dizaines de millions de personnes qui sont grièvement blessées. Et le premier bénéfice d'avoir de véhicules automatisés, c'est des véhicules qui ne feraient pas les erreurs qui font partie des causes d'accidents dans la très grande majorité des accidents. Dans 95% des accidents, ils ne sont pas uniquement causés par une erreur humaine, mais l'erreur humaine est un des facteurs qui a mené à un accident. Donc, si on est capable de diminuer ces erreurs en les remplaçant essentiellement par un ordinateur qui prend ses décisions, qui n'est pas distrait, qui a une excellente perception de son environnement, qui réagit plus vite, on anticipe de pouvoir baisser le nombre d'accidents. Et comment fonctionne l'IA dans les véhicules automatisés? Est-ce qu'il s'agit d'un seul type d'algorithme ou bien de plusieurs types d'algorithmes? Est-ce que le véhicule automatisé est une forme de robot? Effectivement, moi je le présente souvent, le véhicule automatisé, qui donc à terme n'aurait absolument il n'y aurait pas du tout de supervision du conducteur. On pourrait lire un livre pendant que le véhicule conduit. C'est une forme de robot. Voilà, on pense souvent à des robots humanoïdes ou à des aspirateurs automatisés comme certains que vous avez peut-être déjà chez vous. Et là, c'est l'équivalent de ça, mais qui conduit, qui se déplace dans nos rues et qui transporte des personnes, qui transporte des marchandises sans besoin d'un conducteur. Quand on fait un robot, il y a différentes parties. Il y a une partie de perception, on le disait là, qui va remplacer l'être humain. L'humain qui a donc ses yeux, ses oreilles et ses différents sens. Le robot, le véhicule sans conducteur, il a lui aussi une suite de capteurs. Et là, déjà, il y a des algorithmes d'intelligence artificielle, en particulier de l'apprentissage automatique, le machine learning et le sous-domaine, le deep learning, dont on parle beaucoup ces dernières années, permet par exemple d'interpréter ce qui est les images des caméras de ces véhicules pour reconnaître les différents types d'usagers, pour reconnaître les différentes situations. Après, on a de l'intelligence encore dans l'agrégation de cette information, dans le raisonnement sur cette information-là et dans la planification et la mise en œuvre donc, du déplacement, de la navigation du véhicule. Et là aussi, on parle encore d'algorithmes qui vont être capables, de la même façon qu'on le fait intuitivement quand on conduit, vous voyez un autre véhicule, vous voyez un piéton, vous voyez un cycliste, il est proche de vous, vous allez implicitement anticiper ce que va faire cet autre usager de la route, de sorte que vous ne rentrez pas en conflit, vous évitez la collision avec ces autres usagers. Donc cette capacité, par exemple, à anticiper, elle va être là aussi répliquée, on va dire, dans le robot, dans le véhicule automatisé, de sorte qu'il soit capable de planifier un déplacement, de slalomer, entre guillemets, si vous voulez avoir une image mentale, entre différents obstacles qui pourraient être dangereux dans son déplacement. La question des véhicules automatisés n'est pas nouvelle et elle a d'ailleurs été amplement discutée dans l'immédiat et dans la communauté scientifique. Est-ce que je peux vous demander quels sont les grands enjeux couramment discutés autour des véhicules automatisés? Alors, je dirais qu'actuellement, les deux plus grands enjeux, alors que ces véhicules sont en cours de développement, la question naturelle, c'est est-ce que ça fonctionne? Ensuite, on a eu beaucoup de débats autour de l'éthique du fonctionnement de ces véhicules et en particulier dans le cas d'accidents. Est-ce que vous pourriez revenir sur chacun de ces enjeux et résumer brièvement les réponses qui ont été apportées? Commençons par exemple par l'enjeu du fonctionnement. Alors, effectivement, le fonctionnement, c'est évidemment la première question qui vient à l'esprit. Est-ce que ça fonctionne? Et là, il y a beaucoup en fait de réponses parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur ce sujet-là. Mais il y a justement beaucoup de travail et les gens les plus avancés, ce qui dérive du projet qui a un petit peu lancé cette course au début des années 2010, lorsque Google a embauché pour faire son premier projet de recherche sur ce sujet-là, des équipes qui avaient travaillé sur des compétitions au cours des années 2000 de véhicules qui se conduisaient tout seuls. Donc Google a fondé, maintenant il y a une compagnie qui est dans le même conglomérat que Google, dans la compagnie Alphabet qui s'appelle Waymo,
qui fait des tests dans différentes villes américaines, en particulier dans la région de Phoenix, où depuis maintenant plusieurs mois, ils offrent maintenant un service de taxi sans conducteur dans plusieurs des banlieues de Phoenix. Donc, d'un certain point de vue, le fonctionnement, je ne dirais pas qu'il est complètement réglé, parce que tous les environnements ne sont pas forcément testés. La complexité des environnements, de la tâche de conduite, en particulier dans des environnements urbains complexes où on a un mélange de types d'usagers. Mais on peut dire tout de même que le problème est bien avancé, encore une fois, parce qu'on a des tests pilotes et même des tests grandeur nature, on peut le dire, dans la banlieue de Phoenix. Et les enjeux éthiques ou moraux? Vous avez peut-être déjà entendu parler là, des dilemmes moraux et de peut-être même fait les sondages en ligne là, qui avaient été popularisés entre autres par le MIT. On pouvait répondre là, qu'est-ce qu'on ferait si le véhicule ne peut pas s'arrêter, il y a 3 piétons devant vous et vous ne pouvez pas éviter d'écraser aucune des personnes. Il y a une femme enceinte, un enfant et une personne âgée, qui écrasez-vous? Et tout le monde s'est un petit peu arraché les cheveux en disant c'est horrible, que vont faire ces véhicules? Ils vont tuer des gens. Alors, la situation est déjà très très particulière et peu fréquente. Ensuite, ni un conducteur humain, ni un véhicule n'a vraiment cette information-là quant à savoir si la femme est enceinte et quel est l'âge de l'enfant et si la personne âgée, quel est son état de santé. Et enfin, il faut toujours se ramener, et c'est la même discussion qu'on a un petit peu sur la sécurité routière, c'est-à-dire qu'on anticipe que ces véhicules soient un robot où on se dit « Ah, ça va être parfait un robot ». Bon, on les a tous vus, là, des tests de robots qui échouent parfois dans des situations assez simples. Ce n'est pas encore le cas et ça n'a pas besoin surtout d'être le cas. C'est-à-dire que ce qu'on vise, c'est que ces véhicules soient meilleurs, pas parfaits, meilleurs que la situation actuelle. Et dans le cas d'un être humain, on ne passe pas de test d'éthique quand on passe dans son permis de conduire. Alors pourquoi est-ce que nos exigences par rapport à un véhicule, à un robot, devraient être plus élevées? Et maintenant que nous avons vu les enjeux déjà discutés, abordons les enjeux encore à discuter sur les véhicules automatisés. Quels sont-ils? Comme je disais, c'est des enjeux qui vont à un deuxième ordre. Qu'est-ce qui va se passer une fois que ces véhicules sont largement disponibles? Tout un ensemble de questions autour des aménagements urbains, de la ville de demain, autour des impacts environnementaux, de la question écologique. Et il y a tous les aspects plus autour des données, autour de la capacité de valider, de certifier ces véhicules-là qui vont se poser et auxquels on va devoir répondre dans les années qui viennent. Et même chose que précédemment, est-ce que vous pourriez revenir sur chacun de ces enjeux et résumer brièvement les avenues envisagées? Nous pourrions commencer avec les enjeux autour de la ville de demain qui n'ont pas l'air simples. C'est pas simple parce que c'est des questions qui sont complexes. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est une technologie qui arrive et comme toute technologie, elle a ses caractéristiques propres, mais les différents impacts dépendent vraiment des choix qu'on va faire en tant que société. Donc d'un point de vue des villes, eh bien, l'une des questions centrales, c'est est-ce que ces véhicules qui se conduisent tout seuls, donc on pourrait anticiper de devenir plus un service de taxi automatisé, est-ce que ça pourrait nous propulser vers un futur où on ne sent plus du tout le besoin d'avoir un véhicule personnel et qu'on utilise les services de ces véhicules qui deviendraient très largement disponibles, très efficaces et où on se dirait pourquoi j'ai besoin d'un véhicule personnel avec les ennuis de maintenance, de stationnement, alors que je peux juste prendre mon téléphone, commander un taxi et me faire déposer pour mon déplacement. On pourrait réduire très, très, très largement la taille des flottes de véhicules qui sont nécessaires pour nous déplacer si on partage les véhicules. Un véhicule actuel, là, en utilisant toujours un peu le même chiffre, là, il sert à rien 90 à 95% du temps si vous faites simplement l'estimation que vous l'utilisez 1 heure environ par jour. Une question qui touche aux aménagements urbains, c'est la question du stationnement. Le véhicule, même s'il était personnel, il n'a plus besoin de se garer devant chez vous. Eh bien, ce stationnement qui n'est plus nécessaire d'être exactement à votre destination, on pourrait réutiliser ces espaces qui représentent des proportions importantes des superficies des villes. On parle de 20 à 30, plus de 30% dans certaines villes américaines. Peut-être réutilisés pour faire d'autres choses, pour des usages plus productifs que de stocker des véhicules 90% de la journée. Donc, lié à ces deux questions-là, évidemment, c'est la question environnementale. Est-ce que si on est capable d'avoir moins de véhicules, peut-être de moins les utiliser parce qu'on va être capable, par exemple, de tarifer leur usage ou de refléter en tout cas le coût à la société beaucoup mieux? Et au niveau de la technologie? Au niveau des questions plus peut-être technologiques, il se pose des questions de qu'est-ce qu'on va faire avec ces données. Vous pouvez très simplement imaginer les scénarios dans des pays qui ont moins de respect pour les droits de leurs citoyens, leur capacité à ce moment-là d'espionnage, de suivi, de surveillance de leur population, voire de contrôle direct. Et plus largement, encore une fois, des données là, on peut très facilement jouer un petit peu sur la peur que Waymo étant lié d'une certaine façon à Google, et bien que ces données-là puissent être utilisées pour des usages commerciaux, voire encore d'autres usages qui seraient pas désirables.
L'autre question importante, c'est les questions autour de standardisation. Alors, comment est-ce qu'on certifie ces véhicules? On n'a pas la réponse aujourd'hui. En particulier parce que, comme votre téléphone intelligent et comme déjà les Tesla aujourd'hui, le véhicule qui sort de l'usine, c'est pas le véhicule qui sera en fonctionnement dans la rue selon les journées et les années, parce qu'il va falloir faire des mises à jour, puisque le logiciel devient fondamental dans ces véhicules-là. On va trouver des bugs, on va les corriger, mais on va aussi vous donner des nouvelles fonctionnalités ou des nouvelles règles. Donc le véhicule, il évolue constamment. Donc le véhicule qui sort de l'usine, il peut être, imaginons, le certifié d'une certaine façon, mais le véhicule qui roule sur nos routes un mois plus tard, il peut être différent, il a des comportements différents, il y a des bugs qui ont pu être introduits. Comment est-ce qu'on le valide? C'est une question. Et ensuite aussi, toutes des questions très intéressantes sur le futur du feu de circulation. Si le véhicule communique aussi à terme ou est capable de lire le feu de circulation, ou qu'il communique avec une espèce de borne, on n'a plus besoin de feu, on pourrait se dire, le feu de circulation disparaît. Mais il reste qu'il y aura tout. On veut toujours qu'il y ait d'autres usagers, des piétons, des cyclistes et d'autres, parce qu'eux sont encore plus verts que le véhicule autonome partagé. Ces feux, ils vont rester pour ces autres usagers, mais même plus important, comment est-ce que le véhicule automatisé communique aux passagers, communique aux autres usagers, sa perception de l'environnement? Comment est-ce que ce qui se passe actuellement de façon là encore assez informelle, quand on vous dit essayer d'attraper le regard du conducteur avant de traverser, il va falloir qu'il ait une forme de communication. On pourrait imaginer des espèces de tableaux de lumière qui ont un code clair. Allez-y madame, traversez, je vous ai vu et je vais m'arrêter. Merci beaucoup Nicolas de votre participation à l'émission. Il était, je crois, important de revenir sur les grands enjeux des véhicules automatisés avant de nous plonger dans un cas d'étude concret. La discussion se poursuit donc avec Benoît Balmana, président d'Iveo, pour parler non pas de véhicules automatisés, mais de navettes automatisées. Et oui, il y a une différence. Mais avant cela, parlons un peu d'Ivado. Ivado est une initiative de l'Université de Montréal, de HEC Montréal et de Polytechnique Montréal qui développe une expertise de pointe dans les différents domaines de l'intelligence numérique. Écoutons un instant Guillaume Chicoine sur les missions de l'institution. Chez Ivado, l'intelligence numérique est au cœur de notre mission. Nous sommes un organisme universitaire basé à Montréal, pôle internationalement reconnu en la matière. Nous travaillons avec des actrices et acteurs des mondes industriels, académiques et institutionnels. Ensemble, nous faisons avancer la recherche, nous formons les talents de demain et nous favorisons l'adoption de l'intelligence numérique au sein des organisations. Nous sommes convaincus de l'importance de partager cette aventure avec vous. C'est pourquoi nous sommes heureux de soutenir Humanitech et de vous faire découvrir de nouvelles facettes de l'intelligence numérique à chaque épisode. Place maintenant à la discussion avec Benoît Balmana. Bienvenue à bord Benoît. Bonjour. Bonjour Oriane. Avec plus de 20 ans d'expérience dans les sphères de l'innovation et de la technologie au Québec, vous êtes actuellement président d'Iveo, une organisation dédiée au test de nouvelles solutions pour le développement de transports plus économiques et plus écologiques. Votre organisation se concentre notamment sur les enjeux des mobilités des petites et moyennes villes à travers le Québec. Dans ce cadre, vous avez mené un projet pilote à Candiac. Pourriez-vous me présenter le projet de Candiac de façon précise mais concise? Bien sûr, avec plaisir. Donc le projet de Candiac, déjà c'était le premier projet au Canada dans le domaine des navettes autonomes. C'était une grande première pour nous au Canada et donc bien sûr au Québec. Et il s'agissait donc d'un projet qui visait à tester la navette autonome sur un parcours sur la vraie route, donc avec des vrais usagers de la route, un parcours de 2 km aller-retour. Qui partait du stationnement incitatif et du terminus d'Exo de Candiac pour se rendre au parc Jean Côté. Et ce qui était intéressant dans ce parcours, c'est qu'on avait plusieurs possibilités d'arrêt, soit une maison de retraite, des entreprises, l'hôtel de ville, et à la fin, donc un parc récréo-touristique au bord du fleuve, donc plusieurs usages possibles ou destinations pour utiliser cette navette. Et est-ce que vous pourriez me parler des différents acteurs du projet ? Qui étaient les partenaires en plus d'Iveo et est-ce qu'il s'agit d'acteurs québécois ou internationaux? Oui, c'était un projet très, très collaboratif puisque ça impliquait beaucoup d'expertise pour faire ce projet. Donc, bien entendu, pour le projet, il y avait la ville de Candiac qui était bien sûr un des grands partenaires puisqu'ils prêtaient leur territoire pour cette expérimentation. Également, Keolis Canada qui était l'opérateur de la navette, qui, elle, était fournie par une entreprise française, mais qui a aussi des opérations en Amérique, qui s'appelle Navia. Il y avait également une entreprise, Orange Traffic, qui a contribué pour offrir un système de lumière intelligente, parce que la navette allait croiser une intersection, et donc il fallait être capable que la navette puisse interagir avec le feu de circulation pour
savoir quand ou non elle devait traverser la route. Et puis ensuite, bien sûr, différents ministères, le ministère des Transports, la SAQ, et enfin le ministère de l'Économie qui, lui, a apporté une contribution financière de 350 000 $ à ce projet pour tester donc cette navette autonome sur un vrai circuit et puis voir quels étaient les potentiels pour le Québec. Et en fait, quel était le but de la navette autonome de Candiac? Mais en fait, le but, c'était vraiment, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on était dans le premier projet au Canada, donc le premier projet également au Québec. Et avant tout, ce qu'on voulait faire, c'était de tester la technologie des navettes autonomes dans notre contexte québécois. Donc, c'était un projet qui déjà était un projet de longue durée, qui durait 12 mois, qui permettait de tester la navette aussi bien en été qu'en automne avec des feuilles, et puis aussi un petit bout pendant l'hiver avec la neige, pour voir si les navettes autonomes avaient un potentiel d'utilisation pour nous au Québec dans notre contexte à la fois géographique, climatique et social. Un des buts aussi, comme c'était le premier projet, c'était de voir au niveau réglementation qu'est-ce qu'il fallait adapter dans la réglementation de routière actuelle, qui, je vous le rappelle, n'autorise pas aujourd'hui les navettes autonomes. Donc, l'expérimentation permettait aussi de regarder comment on pouvait ajuster la réglementation dans le futur si jamais ces navettes autonomes devaient voir le jour et avoir beaucoup plus d'utilisation. Donc, on était vraiment dans une validation et un test et très, très orienté sur en fait, nos enjeux québécois et la réaction de ces navettes autonomes dans notre contexte. Il me semble qu'il y a une distinction entre véhicule autonome et navette autonome. Pourriez-vous m'expliquer cette distinction? Oui, rapidement, un véhicule autonome, en fait, c'est plus associé au véhicule de monsieur et madame tout le monde. Donc, la voiture telle qu'on la connaît actuellement, qui aurait les capacités de rouler toute seule, finalement. Donc, on pourrait dire, on embarque dans notre voiture, puis on lui demande d'aller nous amener chez le coiffeur. La voiture nous conduirait automatiquement sans qu'on ait rien à faire à destination. Puis, quand on arriverait, on pourrait lui dire, maintenant que je suis chez le coiffeur, va faire le tour, va m'attendre en allant chercher mamie à tel endroit. Donc, on est plus dans une logique de la voiture un peu très futuriste, là, qui se baladerait toute seule dans la rue, et donc qui nécessiterait beaucoup d'intelligence, beaucoup de capteurs, beaucoup de technologie pour vraiment agir, je dirais, comme si c'était un être humain qui conduisait. La différence avec la navette, c'est que les navettes, on est plus dans un mode de transport collectif. Donc, on est déjà dans des navettes, dans des véhicules de plus grande capacité, 8-10 personnes environ. Et on est sur des très petits parcours, souvent 1-2 km maximum, et un circuit qui est très connu d'avance. La navette n'a pas la liberté de prendre le chemin qu'elle veut, elle a un parcours dédié. Et donc, toute la préparation du projet permet à la navette de se familiariser avec son parcours. Et donc, le fait que le parcours est connu d'avance et qu'il ne change jamais, je dirais que c'est aussi une application qui a l'air beaucoup plus simple qu'un véhicule qui pourrait se balader où il veut puis prendre des décisions tout seul. Et pourriez-vous brièvement résumer le fonctionnement de l'intelligence artificielle, l'IA, à l'intérieur de la navette? J'imagine que c'est assez complexe. Mais la navette autonome, donc, comme je mentionnais, déjà en termes de complexité, au niveau du parcours, le parcours est connu et programmé d'avance. L'intelligence artificielle sert plutôt à gérer les aspects de sécurité, c'est-à-dire plutôt des capteurs qui vont regarder si la navette va rencontrer sur sa route un problème. Alors, ça peut être un piéton qui va traverser devant le véhicule, un véhicule qui s'est arrêté devant, un vélo qui va doubler puis qui va peut-être se rabattre trop près. Donc, les capteurs vont gérer la partie sécurité pour que la navette puisse, en fonction des différentes informations qu'elle va recevoir, surtout s'arrêter, s'arrêter au bon moment, ralentir, freiner, puis peut-être même aller jusqu'à un arrêt complet parce qu'il y aurait peut-être eu un accident devant elle. Donc, les capteurs et toute l'intelligence embarquée se résument principalement à gérer les enjeux de sécurité et faire en sorte que les passagers soient toujours transportés de façon sécuritaire parce que c'est vraiment l'enjeu numéro 1 et la priorité pour les gouvernements, c'est qu'on fasse du transport collectif sécuritaire. Maintenant qu'on a parlé des tenants et aboutissants du projet de Candiac, j'aimerais en savoir plus sur son bilan. Est-ce que la navette autonome a été un succès?
Qu'est-ce qui a été validé ou invalidé? Déjà, la bonne nouvelle, c'est que techniquement, ça fonctionne au Québec. Donc, on a eu des beaux résultats sur le fonctionnement technique. Je rappelle que le but premier de ce projet, c'était vraiment une validation technologique. On a même eu des bonnes surprises que la navette a pu rouler un petit peu en hiver, ce qu'on n'aurait pas imaginé. Donc, avec un petit peu de neige, la navette a été fonctionnelle. Donc, on a pu valider la technologie. On a pu valider l'aspect sécuritaire, comme je mentionnais, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'accident ou de problématique majeure avec d'autres usagers de la route. Et ça, c'était important à valider. Je ne l'ai pas mentionné, mais sur le parcours, on avait bien sûr donc les autres usagers, des voitures, des cyclistes. On avait aussi des camions, puisqu'il y avait des entreprises aussi qui étaient sur le parcours, donc des camions de livraison. Et on n'a pas eu d'enjeu au niveau technique, au niveau de la sécurité, ce qui était une chose primordiale à valider. Et par rapport aux usagers? On a aussi pu tester un peu la curiosité puis l'intérêt des usagers, puisque dans les navettes autonomes, il y a aussi une question d'acceptabilité sociale. Et donc, on a pu valider à travers des sondages des différents utilisateurs qu'est-ce qu'ils ressentaient quand ils étaient dans ce véhicule sans chauffeur. Est-ce qu'ils avaient peur? Est-ce qu'ils étaient en confiance? Est-ce qu'ils auraient envie d'en reprendre? Donc, on a pu valider tous ces aspects-là. Et enfin, on a pu surtout valider que la réglementation pouvait s'adapter pour ces navettes. Et on a aussi donc pu mettre en place une liste de prérequis pour autoriser des parcours pour ces navettes autonomes, donc des parcours qui soient sécuritaires et sur lesquels le ministère n'aurait pas de crainte ou de doute que la navette puisse fonctionner correctement. Donc, grâce à ce projet, on a surtout pu valider qu'on pouvait passer à une étape supérieure pour le Québec pour entrer plus maintenant dans un mode d'usage, tester vraiment des parcours avec plus de personnes à bord et des destinations peut-être plus pertinentes que celles qu'on a pu avoir pour Candiac, qui était plus un parcours, comme je le disais, de validation technique. Pour finir, j'aimerais revenir sur le fait que la navette a été testée dans une ville de région et non dans une grande ville. Pourquoi est-ce que ce type de véhicule est particulièrement utile en région? Quelles sont les problématiques à résoudre? En fait, en région, si vous voulez, on n'a pas, comme dans les grandes métropoles, un réseau de transport collectif très, très structurant. On a souvent une ligne d'autobus ou quelques lignes, mais on n'a pas un réseau très, très dense de transport collectif. Donc, on joue beaucoup sur les stationnements incitatifs pour amener les gens, donc leur dire, venez au stationnement incitatif avec votre voiture, posez votre voiture, puis vous pourrez embarquer dans un autobus, par exemple. Et ça, le problème, c'est que quand les gens ont embarqué dans leur voiture, c'est plus simple pour eux d'aller à la destination finale que de se dire, je vais aller me mettre au stationnement incitatif. Et donc, on perd du transfert modal et on perd de l'utilisation du transport collectif. Donc, l'objectif de ces navettes autonomes, c'est justement de pouvoir offrir de façon très agile une solution de rabattement sur les stationnements incitatifs. Donc, au lieu que les gens viennent avec leur voiture au stationnement incitatif, ils pourraient monter dans la navette autonome qui, elle, ferait un circuit programmé puis qui pourrait être là toute la journée, à toutes les heures du jour et peut-être même de la nuit parce qu'il n'y a pas de chauffeur. Et donc, d'offrir cette solution de rabattement vers les stationnements incitatifs pour éviter que les gens, finalement, utilisent leur voiture et finissent, malheureusement, leur trajet à destination finale. Donc, l'objectif, c'est vraiment de rabattre les gens sur du transport collectif. Les résultats de la navette de Candiac sont rendus publics. Où est-ce qu'on peut trouver ces informations? En fait, exactement, le projet avait été donc financé par différents ministères aussi dans une approche de collective, d'apprentissage, de partage d'expériences. Donc, une fois que ce projet a été terminé, on a pu faire plusieurs séries de webinaires qui ont été rendus possibles dans différents domaines. Donc, la partie technologique, la partie réglementation, la partie usage, tout ça a été bien décortiqué. Et vous pouvez retrouver l'ensemble de ces webinaires sur le site internet de Propulsion Québec sous le nom de l'événement Regards croisés, les navettes autonomes au Québec. Et vous allez pouvoir trouver plusieurs chapitres là, sur plusieurs dimensions qu'on a pu tester et expérimenter dans ce projet. Merci beaucoup Benoît pour votre retour sur le projet pilote de Candiac. J'aime les études de cas parce qu'elles nous permettent de comprendre concrètement comment et pourquoi les technologies sont appliquées. Ce qui nous conduit d'ailleurs à une autre forme d'application, l'application artistique,
avec François Quévillon pour la dernière partie de notre épisode IA en route. Avant cela, toutefois, prenons un temps pour présenter l'OBVIA et les fonds de recherche du Québec. L'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique est un réseau de recherche ouvert qui fédère les expertises de plus de 220 chercheurs en sciences humaines et sociales, en sciences et génie et en santé. De leur côté, les fonds de recherche du Québec ont pour mission d'assurer le développement stratégique et cohérent de la recherche québécoise, c'est-à-dire de la soutenir financièrement, d'appuyer la formation des chercheurs, d'établir les partenariats nécessaires à la réalisation de leur mission. Écoutons maintenant Lise Langlois, présidente de l'OBVIA, puis Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec sur les valeurs des deux institutions. À l'Observatoire, nous construisons un espace de discussion en interdisciplinarité et en intersectorialité, en faisant la promotion d'une vision pluraliste. Notre raison d'être est de contribuer au domaine du numérique et de l'intelligence artificielle par l'innovation responsable. Humanitech s'aligne parfaitement avec nos valeurs. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Bonjour, mon nom est Rémi Quirion. Je suis le scientifique en chef du Québec et président des 3 conseils d'administration des fonds de recherche du Québec. Le Québec, tant sur le plan de la recherche, de l'entrepreneuriat et de la culture, est un des leaders mondiaux en intelligence artificielle. Il nous semble nécessaire que son développement s'accompagne d'une réflexion. C'est donc avec enthousiasme que nous soutenons la réalisation du balado Humanitech. Bonne écoute. Notre dernier invité, et non des moindres, c'est donc François Quévillon. Enchanté François. Bonjour, enchanté. Vous êtes un artiste québécois dont la pratique allie installation, images, son et technologie. Vous vous intéressez à la perception du monde par les humains, mais aussi par les machines. Vous travaillez souvent avec des chercheurs dans le cadre de résidences artistiques, tant au Québec qu'à l'étranger. On vous qualifie d'ailleurs d'artiste de l'IA, notamment parce que vous avez développé un corpus d'œuvres sur les véhicules autonomes intitulé « Conduite algorithmique ». C'est exact? Ma pratique touche principalement aux arts numériques, je dirais, toujours dans un esprit interdisciplinaire. J'utilise des systèmes de vision par ordinateur et des dispositifs interactifs, génératifs depuis une vingtaine d'années déjà. J'ai toujours un peu de difficulté à m'auto-qualifier d'artiste de l'IA, mais je m'intéresse à l'intelligence artificielle depuis longtemps et principalement en 2015, lorsque j'ai effectué une résidence des chercheurs du groupe Necotis, un diminutif de neurosciences computationnelles et traitement intelligent des signaux. J'ai travaillé à ce moment avec Louis Comer et Sean Wood. On a développé un prototype de système qui analyse les sons, les caractéristiques des sons, comme l'amplitude, le spectre, la note, les fréquences, une douzaine de paramètres du son. Et puis ensuite, ces sons sont cartographiés ou visualisés dans un nuage de points 3D. Et puis un algorithme vient générer une composition infinie qui est en connectant ces différents sons, là, soit en procédant par contraste ou générer quelque chose de complètement chaotique. Et c'est bien dans le cadre de ces résidences que vous avez abordé le sujet de la conduite automatisée. Quel est le rapport avec les véhicules autonomes? Donc, à la même époque, en 2015, toujours, l'avènement des véhicules autonomes était de plus en plus souvent dans l'actualité. Puis, bon, c'est quelque chose qui m'intéressait, bien entendu, parce que je m'intéresse, entre autres, à la vision par ordinateur, les données et tout ça. Et puis, en particulier, à ce moment, à la nature opératoire des images, donc les images créées par des machines pour d'autres machines, plutôt que destinées à être vues par des humains. Pourriez-vous me rappeler comment tout cela a commencé? Oui. Donc, je me suis donc intéressé aux technologies utilisées par les véhicules autonomes et j'ai mis ça en relation avec les caméras de tableau de bord, communément appelées des dashcams. Donc, la route comme un environnement où surgit l'inattendu, donc toutes sortes de catastrophes naturelles, des accidents, des enragés de la route, des tentatives de fraude, des scènes loufoques. Du fait qu'elles s'enregistrent en permanence et qu'on n'en garde que des extraits où il se passe quelque chose de significatif. Donc, mon idée était d'explorer cette tension entre les technologies utilisées en robotique mobile avec la nature imprévisible du monde dont on voit un condensé dans ces images captées sur la route. Et c'est comme ça que vous avez développé par la suite votre corpus conduite algorithmique, c'est ça? Oui, donc l'élément principal du corpus conduite algorithmique est le dispositif du même nom, qui est une installation interactive et puis un dispositif performatif. Donc, pendant 3 ans environ, j'ai capté différentes scènes sur la route avec une caméra qui est installée
sur mon pare-choc avant. Elle est connectée par Bluetooth à l'ordinateur de bord de l'auto. En même temps que les vidéos, j'enregistrais plusieurs données qui étaient complètement synchronisées avec ce qui était capté sur la route. Ces données, donc les images, les sons et les données du véhicule et de la caméra aussi, étaient ensuite analysées par différents systèmes. Et puis, le dispositif permettait d'explorer cette banque de données de ma conduite pendant 3 ans. On pouvait examiner ma conduite, mais aussi que ça devienne comme un instrument audiovisuel, de performance audiovisuelle, ou que les spectateurs puissent manipuler. Là. Et cette activité d'enregistrement des données s'est faite en parallèle de la création. Quelles sont les œuvres que vous avez créées avec ces données? En parallèle de ce dispositif, parce que j'étais sur la route pendant 3-4 années à capter sur la route, il y a différentes œuvres qui ont émergé, entre autres une série de vidéos qui s'intitule Manœuvre. Donc, c'est ces vidéos qui abordent différents défis, différentes esthétiques aussi de systèmes de vision par ordinateur embarqués sur les véhicules. Tant une approche critique que poétique ou humoristique, même parfois. Et puis, l'œuvre Voiture sans conducteur dans l'au-delà, qui est une œuvre imprimée. Ensuite, 2 installations qui sont aussi des interventions spécifiques au lieu de diffusion, qui s'intitulent Rétroviseur et cartographie de l'incertitude machine. Et puis, je suis en train de finaliser une œuvre aussi qui vient condenser ce que j'ai capté sur la route pendant plusieurs années. Si on parle maintenant technologie, quels sont les algorithmes de l'IA que vous avez utilisés pour créer votre corpus? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Oui, il y en a plusieurs. Donc, premièrement, la librairie Librosa, que j'avais utilisée lors de ma résidence avec le groupe Nicotis. Et j'ai d'ailleurs pu poursuivre ma collaboration avec un nouveau membre qui s'appelle Étienne Richand, qui m'a assisté pour différents éléments du corpus conduite algorithmique. Et puis, au niveau visuel, le principal serait Segnet. Donc, c'est un réseau de neurones profond qui procède à une segmentation sémantique des images, donc est capable d'identifier différents éléments et puis de les classifier. Par exemple, la route, bâtiment, végétation, des humains, ainsi de suite. Donc, pour le dispositif interactif conduite algorithmique, je faisais une extraction de cette analyse et classification, ce qui me permettait, un peu comme je faisais avec, par exemple, l'analyse de sonore. Si on prend un exemple très simple, l'amplitude du son, le son est à 80% de l'intensité maximale, par exemple. Mais je peux aller chercher des scènes où il y a, par exemple, 80% de végétation, ou tout ce qui a un maximum de végétation ou un maximum de bâtiments. Donc, je procédais un peu de la même façon. Les sons étaient convertis en données numériques, les images également, données statistiques, et il y a toutes les données du véhicule aussi, la vitesse, le régime moteur, température, coordonnées. Si j'en reviens à Segnet, ça a été développé par des chercheurs de l'Université de Cambridge, et puis était disponible sur le web sous une licence Creative Commons, si jamais certaines personnes veulent l'explorer. Et pour conduite algorithmique, est-ce qu'il y a une technologie particulière? Pour le dispositif conduite algorithmique, j'ai développé avec des collaborateurs une interface physique là, avec des boutons qu'on peut manipuler. Puis il y a un moniteur qui permet de voir toute l'analyse des données, puis une projection avec une dimension sonore aussi. Chaque œuvre du corpus conduite algorithmique aborde un enjeu bien précis sur les véhicules autonomes. J'aimerais revenir avec vous sur chacun d'eux en l'illustrant avec un exemple d'œuvre. Et le premier enjeu sur lequel j'aimerais revenir, c'est l'économie de la donnée de l'utilisateur. Vous pourriez m'en parler? Oui, effectivement. Une des premières choses que je voulais montrer, entre guillemets, avec conduite algorithmique, c'est l'énorme quantité et variété de données qui sont captées avec les véhicules conventionnels. Ça n'a pas besoin d'être des véhicules autonomes ou les véhicules dernier cri. Donc, il y avait une réflexion sur l'industrie de la donnée, particulièrement la croissance de l'industrie des données automobiles, où certaines personnes disent que la valeur des données récoltées par les automobiles va valoir plus que les véhicules eux-mêmes si on procède de la même façon que Facebook, Google et compagnie procèdent. Et puis, c'est ça. Alors que les véhicules sont de plus en plus connectés. Il y a une dizaine d'années, c'était assez rare et luxueux d'avoir un véhicule connecté à Internet, alors que maintenant, pratiquement tous les nouveaux véhicules sur le marché le sont munis de capteurs. Et oui, on se dirige vers une automatisation qui va nécessiter encore plus de données.
ainsi qu'une infrastructure pour soutenir tout ça. Donc, si j'en reviens à une œuvre en particulier qui aborde ces questions, en fait, c'est la première que j'ai réalisée avant même de commencer à travailler sur conduite algorithmique. C'est une vidéo de la série Manœuvre, dont vous avez choisi un extrait sonore qu'on va entendre par la suite, qui s'intitule « Égaré dans la forêt ». Donc, en 2016, j'étais dans le nord de Charlevoix, et puis il n'y avait pas de couverture réseau, puis plutôt que de prendre la route principale pour retourner vers le fleuve, j'ai décidé de prendre des petits chemins forestiers. J'avais pas accès à un système de cartographie en ligne, pour ne pas nommer Google Maps. Donc, j'ai utilisé une autre application qui avait des cartes qui étaient déjà téléchargées sur mon téléphone. Et puis, au départ, je me suis volontairement égaré dans ces chemins. Mais après un certain temps, j'ai réalisé que la carte était complètement inappropriée pour mon véhicule. C'était plus des chemins de motoneige ou de véhicules 4x4. Et puis là, je commençais à être vraiment perdu avec le voyant de niveau d'essence bas allumé. Donc, il fallait que je retrouve mon chemin dans un labyrinthe de chemins forestiers alors qu'il pleuvait, il y avait de la boue, parfois le véhicule restait coincé à certains endroits. Donc, ça nécessitait un humain pour pousser le véhicule, par exemple. Donc, il y a différentes questions qui sont apparues de cette expérience. Nous allons maintenant écouter quelques secondes de la bande sonore de l'œuvre Égaré dans la forêt. La voici. Cette bande sonore est particulièrement percussive. Quel est son lien avec l'économie de la donnée? La vidéo revisite 4h30 d'égarement dans la forêt, où j'ai extrait des scènes, par exemple, tous les sons percussifs. Bien souvent, c'était des gouttes d'eau qui tombaient sur la caméra, en procédant un peu, comme j'avais fait lors de ma résidence, là, une extraction à partir d'une grande banque de données, de sons en particulier. Et je fais une structure rythmique et tout ça. Donc, en parallèle de cette pièce, donc on sent pas vraiment les enjeux autour des données, mais bien entendu, ça m'a fait réfléchir à toute notre dépendance envers les applications de cartographie, à quel point ça va être essentiel et voire même critique pour les véhicules autonomes, ainsi qu'une connexion au réseau. Puis déjà, on a vu des exemples de conducteurs de Tesla, par exemple, qui ne pouvaient pas opérer leur véhicule parce que la connexion au serveur ne fonctionnait pas, ou des personnes qui se perdent, un peu comme je l'ai fait, en suivant les instructions de Google Maps, par exemple, qui vont se faire amener dans des endroits qui n'ont aucun sens. Le second enjeu des véhicules autonomes, c'est l'erreur. C'est un problème qui vous a intéressé avec Voitures sans conducteur dans l'au-delà, je crois. Quelle était votre pensée? Oui, c'est ça, les erreurs sur la route peuvent avoir des conséquences graves. Donc, puis bon, comme artiste, je crois qu'on est toujours intéressé à explorer les glitches et les accidents. Alors, en abordant un sujet tel que les véhicules autonomes, bien entendu, ça soulevait toutes sortes de questions techniques, éthiques, morales et puis légales également. D'ailleurs, en 2016, je crois que la plateforme du MIT qui s'appelle Moral Machine a été mise en ligne, permettait justement de faire face à un questionnaire que des millions de personnes ont rempli, qui permettait d'aborder différentes questions éthiques et morales. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les résultats variaient d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Donc, non seulement il n'y a pas de bonne réponse, si par exemple on est présenté devant un homme ou une femme, s'il n'y a aucune autre issue, quelle personne doit-on sacrifier? Ça varie énormément d'un endroit à l'autre. Pour en venir à Voitures sans conducteur dans l'au-delà, en fait, j'étais à Terre-Neuve, puis j'ai croisé un véhicule qui était renversé sur le bord de la route. Donc, j'étais curieux de voir comment est-ce que cette image serait interprétée par un système de segmentation sémantique, dans le cas-ci Segnet. Donc, l'œuvre en question est composée de 4 images et d'une légende. L'image en haut à gauche, c'est l'image originale. À sa droite, on voit l'image inversée, donc le véhicule est du bon côté, mais toute la scène est inversée. En bas de l'image originale, on voit la classification, l'identification des différents éléments. Tout est bien classifié, à part les roues qui deviennent des panneaux de signalisation, probablement parce qu'il s'agit de cercles dans les airs. Et à droite, puisque l'image est inversée, le système tente d'identifier la route et le trottoir dans le bas de l'image où il y a le ciel,
Et dans le haut de l'image, où il y a une route de gravel, il tente d'identifier le ciel mêlé avec des bâtiments, par exemple. Donc, ça montre assez clairement qu'il a été entraîné sur une banque de données où le sol est toujours en bas et le ciel, les bâtiments en haut. Ce qui m'intéressait, c'était les frontières entre les différentes catégories. On tente de comprendre comment est-ce qu'on passe d'un à l'autre. Il y a toutes sortes de choses un peu étranges qui apparaissent. Le troisième enjeu, c'est l'adaptation des véhicules autonomes à l'environnement. Plusieurs de vos œuvres en parlent. Pourriez-vous revenir dessus? Plusieurs œuvres, effectivement, abordent cette question. La première, toute simple, c'est une vidéo d'1 minute où je roulais sur l'autoroute l'hiver. Et puis, en moins d'1 minute, la caméra et le microphone étaient complètement obstrués par la neige. Donc, c'est un problème assez de base, je crois, des véhicules autonomes. Tout capteur qui est installé sur un véhicule. Donc, il devrait y avoir une réflexion et une conception des matériaux pour faire face à ce genre d'intempéries ou de problématiques, disons. Une autre vidéo de cette série qui s'intitule le rond-point itératif. On voit le véhicule tourner en rond à un rond-point et différentes analyses des images qu'il perçoit. Et puisque la route était couverte de neige, il tente d'identifier la route, le trottoir, toujours dans un état d'incertitude entre les deux. Est-ce que c'est parce que la majorité des véhicules autonomes sont testés en Californie, ce qui fait qu'ils ne sont pas adaptés aux hivers canadiens? Eh bien oui, c'est ça. Ça montre l'importance d'avoir une perception multimodale, mais également, on en revient à la cartographie, d'avoir des cartes très fiables et qui devront être mises à jour constamment. Et puis, l'autre élément, je dirais, dans le conduite algorithmique, bien entendu, j'ai choisi des scènes où il pouvait y avoir une certaine confusion dans l'analyse de ce qui est perçu, là, soit au niveau du son, de l'image. Et donc, on voit parfois entremêlés, par exemple, au bâtiment, un banc de neige ou une montagne qui sont mal classifiés. Et puis, il y a le bouton incertitude qui utilise le modèle d'incertitude que je trouve très poétique en étant à la base un élément technique. Il y a une certaine poésie à l'incertitude de la machine. Donc, si on met l'incertitude au maximum, on voit toutes les scènes où il y a de la difficulté à identifier ce qu'il perçoit. Donc, cette question de l'environnement devient assez intéressante. Quels sont les environnements dans lesquels un véhicule est confus? Et puis, ce qui va laisser présager sans doute qu'on va adapter notre environnement à ces véhicules. Donc, il va y avoir probablement une transformation des infrastructures et de l'architecture pour les machines, ce qui est un autre élément assez intéressant. Et j'ai une dernière question avant de clore notre entretien. Si jamais on veut voir vos œuvres, où est-ce qu'on peut se rendre? Oui, il faut aller sur mon site web, françoisquevillon.com, françois-quevillon.com. J'ai mis la plupart des œuvres en ligne, là, donc les vidéos, entre autres, la série Manœuvre, et puis la documentation de pas mal tout le reste. Voilà, bonne visite. J'ai été ravie de partager vos réflexions sur les véhicules autonomes avec vous, François. Merci beaucoup. Et c'est maintenant la fin de notre épisode sur les véhicules autonomes, en espérant être arrivé à bon port. Voyons un peu. Cet épisode Humanitech nous a permis de faire le point sur les tenants et aboutissants des véhicules autonomes, ou véhicules automatisés devrais-je dire, et d'explorer leurs applications concrètes via l'exemple de la navette autonome de Candiac. Nous avons aussi remis en perspective ces applications, ainsi que l'usage des données des utilisateurs grâce à la réflexion artistique. Une manière de savoir, un peu plus précisément, où nous allons avec nos inventions algorithmiques. Cet épisode d'Humanitech a été conçu, réalisé et produit par Oriane Morier, avec le soutien d'Ivado, de l'Obvia et des fonds de recherche du Québec. Merci à Nicolas Saunier, à Benoît Balmana et à François Quevillon pour leurs interventions. Et merci à Fanny Beladjar pour le travail en studio. À bientôt pour un nouvel épisode d'Humanitech. Sans oublier, pourquoi répondre aux questions quand on peut questionner les réponses ?